Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va parler programmation. J'ai reçu énormément de questions concernant votre programmation. Vous êtes confus par rapport à certains aspects. Donc on va éclaircir tout ça dans cet épisode. On va parler de la structure à un niveau macro, de la structure à un niveau micro. On va parler des deload weeks. On va parler de l'organisation de manière générale, des temps de repos, etc. Donc c'est marrant parce que la programmation c'est vraiment ce qui me passionne le plus dans mon métier. Et selon moi, ce qui définit un bon coach, eh bien, c'est sa capacité à créer une programmation. Et c'est marrant parce qu'on nous apprend plein de trucs dans notre industrie en tant que professionnel du sport. Mais selon moi, l'art de la programmation, c'est ce qui est le plus négligé. Or, c'est ce qui est le plus important. En soi, on connaît tous les exercices, en soi, on connaît tous certaines méthodes. Mais l'art vraiment derrière tout ça, c'est de dire, ok, comment j'organise le tout? La programmation, c'est ça. Comment j'organise le tout et pourquoi je l'organise de cette façon-là. Et selon moi, c'est encore une fois très négligé. C'est pas pour rien qu'il y a énormément de questions là-dessus. Des gens qui ont des doutes, qui n'observent pas les résultats qu'ils aimeraient observer en suivant certaines programmations. Donc, on va éclaircir tout ça. Je vais vous expliquer, je vais parler des différents aspects, expliquer les pour, expliquer les contre, expliquer pourquoi je n'utilise pas certaines approches. Et ensuite, je vous expliquerai un peu comment moi j'organise le tout en espérant que ça pourra vous aider. Quoi qu'il en soit, je tiens à rappeler également que j'ai été inspiré par vos questions. Donc n'hésitez pas, j'ai créé une page. Je mettrai le lien dans la description. C'est constamment dans ma bio Instagram également. Vous pouvez poser vos questions détaillées. Donc s'il y a quelque chose de plus personnel, je ne lirai pas votre nom si tel est votre souhait. Et je pourrai répondre à cette question durant un podcast. Mais là, j'ai regroupé un peu le tout sous forme de thème vu qu'il y a eu énormément de questions qui étaient similaires. Donc je suis persuadé que vous allez trouver la réponse à votre question ici. Donc commençons directement par la structure d'un point de vue macro. Lorsqu'on parle de programmation, au final la programmation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un plan. C'est une organisation qu'on cherche à créer pour aller du point A au point B. D'accord? Dans le jargon, on appelle ça de la périodisation également. Et il y a plein de façons d'organiser le tout. Et il y a surtout plusieurs écoles de pensée. J'ai la chance que j'ai eue, ou plutôt j'ai cherché à développer cette chance, on va dire ça comme ça, c'est que j'ai été apprendre de différentes écoles de pensée. Il y a des méthodes qui sont appliquées dans certaines régions, dans d'autres régions c'est un peu différemment. Par exemple, la méthode occidentale, on va aborder ça ici. Il y a eu la méthode des soviets un peu qui a été différente, etc. etc. Donc moi j'ai eu la chance d'apprendre de ces différentes écoles et encore une fois, j'ai réussi à extrapoler ce qui est intéressant et j'ai laissé ce qui était moins intéressant. Et je vous invite à faire exactement la même chose lors de mes discours. Prenez ce qu'il y a à prendre, laissez ce qu'il y a à laisser, alimentez ce que vous pouvez alimenter. Quoi qu'il en soit, commençons directement avec la méthode qui est la méthode occidentale, c'est la méthode de programmation qu'on appelle la méthode en linéaire ou la méthode en bloc, ok, la programmation en bloc. Donc de manière générale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on place un focus bien précis sur le développement d'une qualité bien précise durant un bloc. Ça va être un cycle qui va durer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quoi qu'il en soit, on se dit ok, là, pendant cette période-là, pendant ce mois-là, je vais développer que ma force. Pendant ce mois-là, ces 2 mois, 3 mois-là, je vais me focaliser que sur l'hypertrophie musculaire. Mon but ici, c'est que de prendre du muscle. Pendant ce mois-là, je vais me développer, je vais m'attarder uniquement sur le développement de ma vitesse, etc. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de s'attarder sur une qualité à la fois. Et comme ça en surface ça paraît super bien, on se dit que c'est super intéressant et selon moi pour les très débutants, les novices, c'est intéressant, mais une fois qu'on a passé cette phase de débutant, eh bien ça devient beaucoup moins intéressant. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai laissé tomber cette programmation il y a très longtemps. Encore une fois, éventuellement pour les débutants c'est intéressant, mais à partir des 3-6 premiers mois, c'est bon. On n'en a plus besoin selon moi. C'est beaucoup moins bénéfique. Ceci étant dit, il y a certains contextes dans lesquels ça peut être intéressant. Je vais revenir dessus. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est ça. C'est de comprendre déjà dans un premier temps que ça prend vraiment du temps à acquérir des gains. Peu importe la qualité qu'on cherche à développer. Ça prend du temps à prendre de la masse musculaire. On ne construit pas du muscle en 1 mois. On ne construit pas du muscle en 2 mois, voire 3 mois. Ça prend des années. Éventuellement, on devrait se focaliser dessus pendant une année complète. Et éventuellement, on va réussir à prendre 1 kg, 2 kg, 3 kg de muscle éventuellement. Donc on va avoir ces adaptations structurelles qui prennent du temps malheureusement. Pour le développement des autres qualités athlétiques, la force ou la vitesse, eh bien ça prend énormément de temps également. Alors oui, on peut voir des gains sur le court terme. Sur 1 mois, vous allez devenir un peu plus fort parce que progressivement, vous allez pouvoir charger un peu plus les exercices que vous avez utilisés. Mais notre potentiel de développement, enfin, on n'a rien exploré encore dans notre potentiel de développement parce que le temps, la durée est beaucoup trop courte. Et ça, c'est le premier truc à garder en tête. Ensuite, la deuxième chose à garder en tête, c'est que on perd très vite ses qualités. C'est très ingrat. Le sport, c'est très ingrat. On le connaît tous. C'est-à-dire que vous allez développer votre force, vous allez passer un certain temps à développer ses qualités athlétiques, mais si vous ne les maintenez pas, eh bien, vous allez les perdre. Aussi simple que ça. Alors, il y a un travail qui est conséquent. Ça demande beaucoup plus d'énergie
pour acquérir ces nouvelles qualités, pour développer ces qualités, beaucoup moins de travail pour les maintenir. C'est comme ça qu'il faut voir le tout de manière générale. Mais il faut quand même faire un travail pour les maintenir. Et si on ne fait pas de travail pour les maintenir, eh bien, on va perdre ces qualités. Du coup, ça illustre ici les deux problèmes que j'ai voulu souligner avec cette programmation en bloc, cette périodisation linéaire. C'est que au final, on croit qu'on va pouvoir créer des adaptations en une durée qui est beaucoup trop courte, selon moi. Donc au final, oui, on a initié le processus de développement, mais pas assez, et on passe directement au développement d'une autre qualité. Et ça, c'est pas très intéressant selon moi, parce que voilà, c'est du travail pas fini, à peine entamé, si je venais à utiliser les termes corrects, selon ma lentille du temps nécessaire pour créer des adaptations, pardonnez-moi. Ensuite, la deuxième chose qui est très importante selon moi, et c'est vraiment le drapeau rouge ici, c'est que, comme j'ai dit, si on ne maintient pas certaines qualités, eh bien on va les perdre. Et c'est un peu l'erreur qu'on fait, parce que en se focalisant uniquement sur une de ces qualités, eh bien on néglige complètement les autres. En s'attardant uniquement sur le fait de développer de la masse musculaire, eh bien on néglige complètement les gains de force, les gains de vitesse, etc. etc. Donc selon moi, c'est pas intéressant, parce qu'il y a toujours un truc qui va être négligé, un truc qui va être favorisé, mais au final on ne le maintient pas. Enfin bref, cette périodisation linéaire, elle n'est pas intéressante du tout selon moi. Donc voilà pourquoi je préfère utiliser d'autres modèles. Je vais expliquer tout ça bien entendu. Mais l'idée de manière générale, c'est que moi, avec ma méthode d'entraînement, avec les athlètes que j'entraîne, et ça s'applique pour tous, ça s'applique pour les pratiquants de musculation, ça s'applique pour les athlètes de tous les niveaux bien entendu. Maintenant, si vous êtes à un niveau avancé, intermédiaire avancé et avancé, et bien selon moi, on devrait alimenter ces qualités toute l'année. On ne devrait pas travailler en bloc. Bien entendu, je vais revenir dessus. Maintenant, je vous ai expliqué qu'il y a certains contextes durant lesquels ça peut être intéressant de travailler en bloc de manière périodique. Pourquoi ? Si vous êtes un pratiquant de musculation qui n'avait pas pour but de développer votre force vraiment, votre but ce n'est pas vraiment de développer ses qualités, vous ne cherchez pas à devenir plus fort, plus rapide, mais de temps en temps, eh bien, c'est intéressant d'essayer d'augmenter légèrement sa baseline, sa base de référence, d'accord, augmenter ce palier sur lequel vous étiez en termes de production de force, et de se dire ok, ben là je vais recommencer, mon focus c'est uniquement la prise de masse musculaire, peu importe le développement de mon système cardiovasculaire, peu importe votre objectif ici, et de se dire bah, je vais rajouter un bloc de force ici pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, simplement pour changer un peu les choses, pour épicer un peu ma programmation, et pour, comme je l'ai dit, augmenter cette base de référence. Donc de ce point de vue là, ça peut être intéressant de le faire. Je ne suis pas contre, encore une fois, ça va dépendre du contexte. Mais pour la population avec laquelle je travaille, et pour les entraînements qui, moi, me font kiffer et qui font kiffer les gens avec qui je travaille, encore une fois, si vous êtes intermédiaire et avancé et que vous cherchez à développer ces qualités athlétiques, eh bien, cette périodisation en bloc, cette structure à un niveau macro, c'est pas très intéressant selon moi. Ensuite, on peut passer à la structure à un niveau micro, c'est-à-dire au point de vue de l'organisation de l'entraînement. J'ai déjà fait plusieurs épisodes là-dessus, j'ai déjà fait plusieurs posts sur Instagram également là-dessus. Mais l'idée, c'est tout simplement de comprendre que votre énergie est limitée. Votre énergie est limitée au fur et à mesure de l'entraînement, au fur et à mesure de la semaine, au fur et à mesure du bloc d'entraînement, du mois, des semaines que vous allez utiliser en vous focalisant sur une programmation bien précise. Et ça, c'est un truc qu'il faut constamment garder en tête. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire avec une intensité maximale. D'accord ? Ça, c'est le premier truc à garder en tête. Notre intensité, la production de force maximale, d'énergie maximale qu'on va pouvoir produire, elle est très limitée. Par conséquent, on doit savoir l'organiser, on doit savoir la placer ou placer son utilisation à un moment bien précis dans nos entraînements. Et c'est là où parfois je vois des trucs qui sont pas logiques du tout selon moi. Il y en a qui s'en sortent avec, mais pour la plupart des gens, c'est pas intéressant. Et encore une fois, c'est pas parce que tu t'en sors avec que c'est la meilleure façon de le faire. Et je pense qu'il y a certaines choses qu'on peut modeler pour s'en sortir un peu mieux. Encore une fois, à tester en fonction de qui vous êtes. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est toujours de garder en tête que on veut, imaginons que 100%, ça soit notre intensité maximale, ce qu'on arrive à produire. Eh bien, ce 100%, on va arriver à le produire une fois, vraiment. On va réussir à produire un maximum de force une fois si on est vraiment à 100%. Et ça, c'est important de le garder en tête. Pourquoi ? Parce que ça nous donne déjà une organisation au niveau de notre entraînement. On ne peut pas passer de 0 à 100 d'un coup. Et après, une fois qu'on a utilisé les 100, eh bien, ça peut que aller vers le bas, ça peut que descendre en termes d'intensité. Déjà, ça nous donne une organisation au niveau de l'entraînement. Pourquoi ? Parce que ça nous dit que graduellement, je dois arriver vers mon 100% pour que je puisse être performant lorsque j'arrive à mon 100%. Et c'est là où moi, je vais pouvoir organiser mon entraînement en me disant, OK, il y a une première partie où je vais commencer mon échauffement, voilà, moi ce que j'appelle la préparation, où je
je vais commencer à 50, 60, 70%. Ok, 70%, éventuellement, je peux passer à une autre étape du programme, de la préparation, la fin de la préparation, où là, on va travailler avec du 80, 90, 90%. Bam. Et ensuite, je peux passer à mon exercice principal. Ce que je vais faire, c'est vraiment le corps de ma session. C'est là où je vais donner mon maximum. C'est là où je vais vider la plus grosse barre d'énergie de mon réservoir. J'aime bien penser à ça comme un jeu vidéo où on fait un sprint. On ne peut pas courir à vitesse maximale à l'infini. Au bout d'un moment, la barre, elle diminue. Et plus elle diminue, plus on fatigue. Et ça prend du temps avant que la barre se recharge. C'est exactement la même chose pour nos entraînements. Du coup, l'idée, c'est de se dire, ok, je suis arrivé à mon pic là, je suis chaud, mon système nerveux est boosté, mes muscles sont prêts, tout est prêt. Là, je peux produire un maximum d'intensité, je vais produire un maximum de force si mon but c'est de développer de la force. Encore une fois, j'essaie de voir le tout à travers ma lentille, ça aura du sens quand je vous expliquerai le tout. Quoi qu'il en soit, bam, je fais mon exercice, j'ai vidé la barre qui tourne autour des 85 à 100%. Ok, donc entre 85 et 100%, je ne peux plus rester dans cette rangée-là. C'est fini, j'ai vidé ce que j'avais à vider. Mais je peux encore exploiter le reste de la barre, entre 85 et 0%. Et c'est là où, durant le reste de mon entraînement, eh bien, je vais graduellement diminuer l'intensité qui va être utilisée par défaut, parce que je n'ai pas la capacité de faire plus de séries par la suite. Et c'est là où je rencontre un des premiers problèmes, où je vois les gens utiliser des exercices qui demandent beaucoup d'intensité au début, et ensuite ils veulent continuer durant le reste de l'entraînement avec cette même intensité. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. On va parler concrètement ici. Imaginons que tu fasses un 1RM, 2RM au back squat, ensuite tu vas chercher à faire un 1RM, 2RM, un des dips lestés, 1RM, 2RM sur un soulevé de terre, 1RM, 2RM sur un autre truc. Alors, ma vraie question, c'est éventuellement, tu vas réussir à porter des charges lourdes. Oui, on peut tous le faire. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment ton 1RM, 2RM sur les exercices qui vont suivre le back squat? Parce que normalement, quand tu as fait ton premier exercice avec ton 1RM, tu as donné ton 100%, là, ta barre d'énergie, là, elle a diminué. Donc, la vraie question qui se pose, c'est ça. C'est est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de pousser l'intensité, alors que je sais pertinemment que c'est pas mon max, parce que je suis déjà fatigué, mon système nerveux est déjà fatigué. Alors il y a des contextes dans lesquels on doit le faire. Je pense à des gens qui font du powerlifting éventuellement, des gens qui font du streetlifting, ce genre de compétition où on doit éventuellement se retrouver dans un contexte où eh bien, on doit performer plusieurs de ces lifts. Donc il y a un moment, j'imagine, où on doit mettre tout ça dans sa programmation. Mais pour la plupart des gens, pour la plupart des athlètes, et même pour eux, j'imagine qu'on doit organiser le tout d'une meilleure façon. Donc en tout cas, c'est comme ça que je l'organiserai. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois qu'on a utilisé notre max, eh bien, le reste va être focalisé sur le développement des autres qualités. Donc là, imaginons que je vous ai dit, ok, on a commencé à préparer la session, on arrive sur notre exercice de base du jour, on va développer une des qualités, soit la force, soit la vitesse. Je travaille sur ma force max, ok, j'ai envoyé le signal pour que mon système nerveux comprenne que je dois développer ma force max. Cool. Ensuite, il me reste quoi? Il me reste moins d'intensité. Cette intensité va être dédiée à développer d'autres qualités. C'est là où je vais m'attarder plutôt sur le côté structurel. C'est là où je peux travailler sur l'hypertrophie, etc., etc. Donc, vous voyez qu'au sein d'un même entraînement, on peut développer plusieurs qualités. Et c'est comme ça que je vois le tout. Donc, j'avance un peu ce que je voulais vous dire plus tard, mais ça vous explique pourquoi je parlais de ce manque de sens de la périodisation linéaire où on fait tout par bloc. Ok? Moi, au lieu de vous dire, on fait 3 mois ou 1 mois où on fait que de l'hypertrophie, où on fait que de la force, où on fait que de la vitesse, et ben moi je vais vous dire, on peut faire tout ça en une même session. Parce que si on suit cette logique, c'est très simple. Continuons ici avant que je puisse faire ma conclusion en vous expliquant un peu comment j'organise le tout. Parlons des temps de pause. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été envoyées. Ok, combien de temps de pause il faut prendre? Alors déjà, le premier truc à savoir, c'est que c'est sûrement une des variables les moins importantes, je dirais, parce que il faut pas trop s'attarder dessus. Ok, il faut pas regarder sa montre à fond en se disant ok, je suis à 1 seconde près, il faut que je parte. Je pense pas que ça soit ça. Le temps de pause, de manière générale, vous pourriez le faire même sans regarder votre montre. De manière générale, vous voulez pouvoir récupérer assez pour passer à la prochaine série. Donc il faut se dire déjà, je veux pas être essoufflé avant de recommencer ma prochaine série. Je veux me dire que ok, j'ai récupéré assez pour pouvoir entamer la prochaine série en faisant exactement le même volume, en utilisant exactement la même intensité. Et là, ça va à l'encontre des circuits que vous allez retrouver sur le net où avec une même intensité, avec la même charge,
Première série, vous allez faire 12 répétitions. Deuxième série, vous allez en faire 6. Dernière série, vous allez en faire 3 parce que vous n'avez pas pris assez de temps de repos. Vous êtes plus fatigué, oui, mais vous n'allez pas envoyer le signal, le bon signal, on va dire, pour créer les adaptations nécessaires. Donc c'est là où mieux vaut favoriser un peu plus de temps de repos et ensuite reprendre les exercices. Et c'est là où, encore une fois, je pense que le temps de repos n'est pas inutile. Il faut le dire, il faut l'utiliser. Il faut placer des contraintes, en fait, parce que les contraintes, c'est ça qui nous permet de mesurer notre progrès dans tout ce qu'on fait. Okay, on place des contraintes bien spécifiques en se disant est-ce que j'arrive à faire le tout en respectant ces contraintes. Et le temps de repos, bah, c'est l'une de ces contraintes, d'accord? Et c'est ce qui va nous dire que, ok, hey, j'arrive à faire tout ça en prenant 1 minute 30 de repos. Est-ce que la semaine prochaine, j'arrive à faire exactement la même chose? Est-ce que la semaine d'après, j'arrive à faire en prenant 15 secondes de moins? Ça veut dire que je suis plus fit, ça veut dire que j'arrive à récupérer plus rapidement, à fournir le même effort avec moins de temps de repos. Donc le temps de repos, c'est quelque chose d'important également si on le structure correctement. Donc de manière générale, c'est bien d'avoir des guidelines parce que bien entendu, sinon on ferait 3 séries et on prend 6 minutes, 8 minutes de pause à chaque répétition, à chaque série, pour chaque partie de l'entraînement. Oui, vous allez pouvoir tout compléter, mais à quoi ça sert, ok? À quoi ça sert? Donc, selon moi, le temps de repos, règle générale, essayez d'être, vous sentir reposé avant de recommencer la prochaine série. Et fixez-vous quand même des contraintes, de manière générale, comme ça. C'est des règles que tout le monde connaît, qu'on va prendre 1 minute 30 de repos. C'est assez correct. 1 minute 30 à 2 minutes de repos. Je pense que même la littérature scientifique est en accord avec ça, d'accord, d'après mes souvenirs, d'après ce que j'ai pu lire. Donc, encore une fois, vous trouvez, plus vous avez un système cardiovasculaire également qui est performant, plus vous allez vous en sortir avec des temps de repos qui sont plus courts. Moi, c'est mon cas, ça a toujours été mon point fort personnellement en musculation. J'arrive à enchaîner relativement rapidement, j'aime pas rien faire. D'ailleurs, c'est l'avantage des supersets selon moi. C'est là où on va pouvoir faire un superset où, par exemple, je fais mon développé couché, j'enchaîne avec un exercice de tirage. Pendant que je fais mon exercice de tirage, eh bien, mes pectoraux se reposent, d'accord. Tous les exercices qui sont inclus dans cette pattern de poussée se reposent. Et voilà, après, je prends mon temps de repos. Bref, c'est assez facile d'accumuler du temps de repos pour la partie sur laquelle on travaille. Donc, vous voyez qu'il y a plein de façons d'organiser le tout. Tout ça pour vous dire que c'est pas important, mais en même temps, c'est une contrainte que vous voulez placer quand même pour avoir une certaine organisation, une certaine structure. Parlons maintenant des deload weeks. Alors, ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, on parle de deload week, comme le terme l'indique, deload, décharger en gros. Donc, l'idée, c'est de décharger le stress qu'on va placer sur son système nerveux pour pouvoir récupérer et avoir ce phénomène de surcompensation où en gros on va venir au-dessus de notre base de référence. L'idée c'est ça, c'est de stresser son corps. On va faire en sorte qu'il crache, on passe en dessous de notre base de référence parce qu'on est fatigué, on a placé un stress conséquent et là le corps, si on lui laisse assez de temps pour récupérer, on fait les choses correctement. Eh bien, on va créer une nouvelle base de référence. On aura ce phénomène de surcompensation. C'est très théorique et c'est très conceptuel tout ça, mais il y a de la vérité quelque part. Maintenant, selon moi, c'est pas forcément nécessaire pour deux types de personnes. Enfin, selon moi, c'est surcoté. Voilà, les deload weeks, je l'ai dit, c'est surcoté. Moi, j'utilise jamais de deload weeks. Je vais expliquer comment j'utilise si éventuellement on venait à utiliser ce terme. Mais en gros, de manière générale, les gens vont faire 3 semaines d'entraînement et 1 semaine de deload week. Pour la plupart des gens, pour la population générale, j'ai jamais placé de deload week. Pourquoi? Parce que déjà, il faut être super constant pour éventuellement vouloir placer ça. C'est-à-dire que faut venir tous les jours rater aucun entraînement. La plupart des gens, il y a un entraînement qui va sauter parce que on est malade, on est un peu fatigué, on doit aller prendre son fils, on a un rendez-vous, on a un meeting, etc. Donc bref, il y a déjà ce temps où le corps ne va pas être stressé comme il aurait dû être stressé si on respectait la programmation. Donc déjà de ce point de vue-là, c'est pas très intéressant. Et deuxième type de population pour qui les deload weeks c'est pas intéressant, c'est tout simplement pour les gens qui ne rajoutent pas d'intensité dans leurs entraînements. Ça m'a toujours fait rire, moi qui me suis toujours attardé sur le développement athlétique, on utilise de l'intensité, des sauts, des sprints, des grosses charges, etc. Et je vais dans des salles plutôt axées bodybuilding où les gens font des chase the pump, voilà, ils cherchent juste la contraction musculaire. Ils n'utilisent pas beaucoup d'intensité, c'est normal, c'est leur domaine, bien entendu, c'est pour leur sport. Et qui me disent, je suis en deload week. Moi, je suis là, pourquoi tu es en deload week, tu vois, genre, what the fuck, tu vois, qu'est-ce que tu fais, pourquoi la deload week? Et encore, c'était pas encore avancé à un niveau bodybuilding où tu as tous les produits qui vont avec et que tu fais du volume de ouf. Je vois pas l'intérêt de le faire pour la plupart des gens, encore une fois. Je pense que c'est un truc qui est ancré dans notre industrie, mais qui est beaucoup moins nécessaire que ce qu'on pense. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier truc à garder en tête. Pour moi,
Maintenant, dans l'organisation des deload week de la plupart des gens, si on venait à les utiliser, eh bien, il y a une erreur que je comprends pas. Franchement, c'est une question qui est ouverte ici. C'est que le stress principal qui va être placé sur notre corps, notre système nerveux, est lié à l'intensité qui va être utilisée. Okay, donc, si on utilise des grosses charges, on va recruter un maximum d'unités motrices. Donc, notre système nerveux va être ici surchargé. Okay, et donc, c'est vraiment l'intensité, selon moi, le facteur premier qui va fatiguer notre corps. Après, il y a le volume, bien entendu, mais si je venais à créer une hiérarchie, il y a l'intensité dans un premier temps, et ensuite, il y a le volume, d'accord? Il faut faire vraiment beaucoup de volume pour que notre corps soit fatigué. Et encore une fois, c'est mon discours, on fait beaucoup plus de volume que nécessaire. On peut s'en sortir avec beaucoup moins en ayant exactement les mêmes adaptations. On fait beaucoup trop de junk volume. Donc, le junk volume, pour faire le junk volume, ça sert à rien. Si on fait le bon volume, selon moi, eh bien, encore une fois, en respectant cette hiérarchie, l'intensité, c'est vraiment ce qui va stresser, c'est vraiment ce qui va foutre en l'air votre système nerveux si vous n'écoutez pas votre corps, ok? Donc, l'erreur que je vois les gens faire, eh bien, c'est que ils font leur deload week en faisant moins de volume. Donc, imaginons qu'au lieu de faire 5 séries au squat, ils vont faire 3 séries au squat, mais en gardant la même intensité. Et moi, je suis là, mais pourquoi on fait ça? Ça sert absolument à rien. Je préférerais faire 5 séries le même volume et descendre de manière conséquente l'intensité. Pour moi, ça a beaucoup plus de sens de faire un deload week de cette façon-là. Ou alors descendre les deux, faire 3, descendre de 20% l'intensité ou de 30% l'intensité et le volume de travail. Là, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant en termes de deload week. Mais pour être honnête avec vous, moi, je suis plutôt de l'aspect à dire, ok, quand tu as besoin d'un temps de repos, 1 jour de repos, 2 jours de repos, prends 2 jours de repos complet. Pourquoi aller à la salle? Ou alors tu changes complètement le focus où c'est axé que sur le volume et l'intensité est très basse. Personnellement, c'est ce que j'apprécie faire. Si je sens que mon corps est fatigué, si mes athlètes sont fatigués, ok, on va à la salle, on va s'attarder que sur le développement de notre système cardiovasculaire. C'est là où on va faire du zone 2, des trucs comme ça. C'est là où on va faire on va chasser un peu le pump. Donc on va faire des exercices simplement pour avoir cette congestion musculaire, envoyer ce stress métabolique, mais c'est tout. Donc je vois pas l'intérêt vraiment d'organiser tout ça de manière constante. Voilà, chaque 4e semaine ou chaque 3e semaine, il y a une deload week. Parce que peut-être que tu n'en as pas besoin en fait. Et même pour ceux qui mesurent le tout dans mon programme Mentorship, et je vous apprends comment faire tout ça. Je l'ai utilisé avec mes athlètes depuis longtemps. Quand on mesure tous les marqueurs qu'il y a à prendre en considération, les marqueurs objectifs et subjectifs, dont le HRV, comme on dit ça en français déjà, la variabilité de la fréquence cardiaque, variabilité VFC, voilà la VFC en français. J'utilise ça depuis des années en conjonction avec tous les autres marqueurs. Et bien là, on peut se dire, ok, là, le système nerveux nous dit que t'as peut-être besoin d'un repos. Est-ce que c'est en accord avec ton ressenti? Oui, ok. Et ben là, on prend une deload week, mais peut-être que la deload week ou le deload day, peu importe, eh bien, il devrait avoir lieu la 6e semaine ou la 8e semaine et pas forcément la 4e semaine. Donc voilà, selon moi, on pourrait continuer à booster son système nerveux jusqu'à éventuellement arriver à ce stade où là, ok, le corps nous dit, mec, là, faut prendre un temps de repos pour revenir plus fort. Et selon moi, c'est comme ça qu'on devrait organiser des deload week. Bien entendu, on peut être beaucoup plus pressé avec certains outils, mais le ressenti, c'est votre meilleur ami. Écoutez votre corps, si votre corps vous dit, hey, là, je la sens pas, je suis fatigué. Ah, mais pourtant, c'est la 3e semaine ou 2e semaine, c'est pas la deload week. Fuck it, c'est la deload week. Ton corps t'a dit c'est la deload week. C'est pas parce que ton programme a dit que c'était la deload week que ça doit être la deload week. Donc voilà, encore une fois, ajustez tout ça en fonction de votre ressenti. Je pense que la deload week, selon moi, c'est surcoté. Il y en a qui vont pas aimer ça. Il y en a qui jurent que par les deload weeks. Encore une fois, selon moi, c'est surcoté. Donc voilà. Maintenant, il y a une dernière question qui m'a été posée ici. Peut-on progresser en gardant la même structure d'entraînement sur une longue période? Même nombre de séries, même proximité de l'échec, même exo, etc. Alors ça, c'est avant de conclure avec comment j'organise le tout. Eh bien, c'est une question qui est intéressante parce que au final, la structure d'entraînement, c'est pas ça qui doit changer, ok? La structure d'entraînement, fondamentalement, elle peut rester la même toute l'année. Pour moi, elle doit rester la même toute l'année. On peut utiliser des méthodes qui sont légèrement différentes au sein de cette structure d'entraînement, mais conceptuellement, la structure d'entraînement doit rester exactement la même. Maintenant, ce qui va changer, c'est bien entendu les exercices. Selon moi, c'est très important de varier les exercices. Pourquoi? Parce que votre corps, quand vous choisissez un exercice, les exercices ne sont que des outils, je le rappelle. Eh bien, vous allez placer plutôt un stress sur votre système nerveux avec l'objectif de devenir plus fort, plus rapide, etc. Ou alors un stress qui va être plutôt structurel, c'est-à-dire sur certaines lignes de tissu. Et comme je l'ai dit ici, certaines lignes de tissu vont être visées selon les exercices. Et en variant les exercices, eh bien, vous allez stresser différentes lignes de tissu au sein de ces muscles. Donc là, ça devient super intéressant. Et c'est là où on veut créer un corps avec une certaine harmonie. On varie les exercices
parce que comme ça, on aura visé différentes lignes de tissu au sein de notre corps. Et là, ça devient super intéressant, versus garder toujours le même exercice. Si on garde toujours le même exercice, eh bien, on vise toujours les mêmes lignes de tissu. Et qu'est-ce qui se passe? Le corps n'a pas mille options. Le corps, ces tissus-là, ou le corps de manière générale, peuvent uniquement s'adapter, d'accord? Les tissus vont s'adapter, vont devenir meilleurs. 2, ils peuvent stagner. Ou 3, ils peuvent exploser parce qu'il y a trop d'énergie qui va être placée sur ces tissus, mais ces tissus n'ont pas assez pour s'adapter, pour devenir meilleurs, parce que bien entendu, ce niveau d'adaptation est limité au bout d'un moment si on fait les choses naturellement. C'est pas pour rien qu'on ne peut pas utiliser notre principe de surcharge progressive toutes les semaines. Vous n'allez pas rajouter 1 kg chaque fois que vous allez à la salle quand vous faites votre développé couché. Autrement, votre bench, il serait à 1000 kg. Okay, on sait tous qu'il y a une certaine limite. On ne peut pas le faire comme ça. Au bout d'un moment, la progression va être beaucoup plus petite, beaucoup plus lente, etc. Donc voilà pourquoi il faut changer d'exercice. Comme ça, on ne risque pas d'exploser ces tissus et d'arriver à la blessure. Donc on varie à chaque fois les angulations, ça nous donne la capacité de créer cette adaptation, éventuellement de revenir dessus plus tard. Donc ce qui doit changer fondamentalement, c'est ça, les exercices, la complexité et éventuellement l'intensité. On fait les choses de manière progressive, mais la complexité et l'intensité souvent travaillent main dans la main. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, votre structure doit être exactement comme ça, exactement la même, à 2-3 détails près. Ce qui va changer, ce sont les méthodes, la disposition des exercices, etc. Mais conceptuellement, il faut garder toujours la même direction. C'est-à-dire qu'on vise, on cherche à développer certaines qualités, on utilise certains outils pour développer ces qualités-là. Maintenant, pour vous expliquer dans les grandes lignes comment j'organise le tout, pour revenir à ce que je disais et pour conclure cet épisode, eh bien, ma philosophie à moi, c'est qu'on arrive à tout conjuguer. C'est-à-dire qu'on arrive à développer toutes ces qualités simultanément si on organise le tout correctement. On peut le faire au sein d'un même entraînement. Un problème que je vois également, qui est important de souligner selon moi, c'est que ça sert à rien de trop en faire. Il y a un principe de base, moi, je le dis à chaque fois, la dose minimale effective. D'accord? Donc on veut envoyer le signal qui va nous permettre de créer l'adaptation et pas plus que ça. Tout ce qui va être en plus, ça va nous fatiguer en plus. C'est ce qui va éventuellement nous forcer à faire des deload weeks, etc. Mais si on donne le strict minimum qui va engendrer cette adaptation, qui nous permet de continuer à performer, eh bien, voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais utiliser que ça, ok? Donc ça, c'est le premier truc à garder en tête. Je vais utiliser la dose minimale effective pour chacune des qualités que je vais entraîner. Donc moi, au sein d'un même entraînement, je vais chercher à développer ma vitesse. C'est peut-être entre la vitesse et la force, on va alterner, ok? Donc il va y avoir un focus au sein d'un même entraînement. Mais de manière générale, il va toujours avoir un peu de focus sur le développement de la vitesse. Ensuite, un focus sur le développement de la force ou alors de la vitesse max, force max ou vitesse max. Et ensuite sur l'hypertrophie musculaire. En gros, c'est ça, ok? Et sur l'endurance musculaire, ça va être ça. Donc en gros, c'est 4 qualités que je vais développer toujours au sein d'un même entraînement. Pour moi, ça a du sens parce que pour développer son endurance musculaire, on n'a pas besoin de la même intensité que pour développer sa force max. Donc, si on respecte le fait de faire les choses graduellement, ok, de manière croissante et ensuite décroissante une fois qu'on a atteint son pic, eh bien, tout est respecté. Tout est fait de façon à ce qu'on puisse tout développer. Pour développer du muscle, on n'a pas besoin d'utiliser une intensité max. Ok, ben, je peux garder ça pour la deuxième, troisième partie de mon entraînement. Mais pour développer ma force, je suis obligé d'utiliser une intensité max. Donc je ne peux pas le faire à la fin de mon entraînement quand je suis fatigué. Je vais le faire au tout début, je vais utiliser la dose minimale effective. Ok, donc vous comprenez un peu mon raisonnement. On peut tout développer au sein d'un même entraînement. Et c'est comme ça que selon moi que le développement athlétique se fait de la meilleure des façons. C'est comme ça qu'on arrive à maintenir et à développer ses qualités toute l'année. Toute l'année. Pas besoin d'en faire trop. Encore une fois, c'est une question d'organisation. Mais si vous voulez garder ça en tête, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Oubliez cette périodisation linéaire. Selon moi, ça sert absolument à rien. Ça a apporté plus ça a amené plus d'aspects négatifs qu'autre chose. Donc j'espère que cet épisode pourra vous aider. D'ailleurs, je fais la petite annonce ici. Le 31 janvier, on commence 2 programmations annuelles en ligne. C'est l'occasion pour moi de partager avec vous toutes mes connaissances sur le développement athlétique sur toute une année. Comment on progresse, comment on va du point A au point B, comment on développe toutes ces qualités athlétiques de façon organisée, de façon logique et en respectant cette manière graduelle d'amener les choses. Donc ça, c'est très important selon moi et c'est un des meilleurs trucs, un des meilleurs projets sur lequel je vais travailler cette année et j'ai envie de le faire avec vous. Ça va être ma programmation, entre autres,
Train Like Me. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description. Si vous voulez rejoindre l'équipe, il y a déjà beaucoup de personnes qui se sont inscrites et il ne reste que quelques places. En parallèle de ça, on a créé un groupe avec ma collègue Sally où on va entraîner justement les femmes dédiées à développer justement leur capacité à elles, à devenir plus fortes, plus endurantes, à changer leur composition corporelle. Ce groupe s'appelle Superwoman. Donc 2 programmations annuelles qui vont montrer comment on programme sur toute une année. Vous allez être suivis sur toute une année avec plein d'informations supplémentaires, des webinaires qui vous permettront d'individualiser le tout. Donc voilà, super intéressant. Ne ratez pas cette occasion. Le lien est dans la description si vous voulez en apprendre plus sur comment programmer, comment gérer vos entraînements et comment faire des progrès pour aller du point A au point B. C'est la meilleure offre que j'ai à vous faire. Voilà les amis, nous on se voit, /parle très bientôt. Merci encore une fois pour votre participation. Peace.